Le 14 septembre 2023. Les Alpes de Haute-Provence, une région où les forêts denses s'étendent sur des milliers d'hectares, où les vallées s'enfoncent dans des gorges profondes, et où le moindre pas, en dehors des sentiers balisés, peut vous faire basculer dans un autre monde. Un monde sans repères, sans signaux téléphoniques, sans autre présence humaine que celle de quelques randonneurs égarés ou de chasseurs solitaires. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu presque parfait. Une de ces journées de fin d'été où la chaleur commence à céder la place à une fraîcheur agréable, où l'air sent encore la résine de pin et les herbes sauvages. Le genre de journée idéale pour une randonnée en famille. Le genre de journée qui donne envie de s'échapper de la ville, de respirer, de marcher, de se reconnecter avec la nature. Claire Bergeron avait exactement cette idée en tête ce matin-là. Claire avait 42 ans. Professeure de biologie dans un lycée de Digne-les-Bains, elle était connue de ses collègues comme une femme méthodique, organisée, peut-être un peu trop sérieuse parfois, mais profondément aimante avec son fils unique. Divorcée depuis 5 ans, elle avait reconstruit sa vie autour de Thomas, son garçon de 13 ans. Un adolescent calme, introverti, passionné de lecture et d'histoire naturelle. Thomas était de ces enfants qui préfèrent observer les insectes plutôt que jouer au football. Il portait toujours un carnet dans son sac à dos, rempli de dessins d'oiseaux, de plantes, de champignons. Un enfant sensible, que sa mère protégeait peut-être un peu trop. Ce matin-là, Claire avait proposé à Thomas une randonnée vers le lac de Castillon, un parcours qu'elle connaissait bien. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Elle avait emprunté ce sentier 3 ou 4 fois dans sa jeunesse, accompagnée de son père. Mais cela remontait à plus de 20 ans. Les sentiers changent, les panneaux tombent, les repères s'effacent. Ils étaient partis de Castellane vers 9h du matin. Claire avait garé sa Peugeot 308 grise sur le petit parking de terre battue au bord de la départementale 952, là où commence le sentier GR4. Elle avait préparé un sac à dos bleu marine, 2 litres d'eau, des sandwichs au jambon, des barres de céréales, une trousse de premier secours, une lampe frontale, un sifflet de détresse. Elle avait même pris une carte IGN, pliée dans une pochette plastique. Claire était prudente. Elle savait que la montagne ne pardonne pas les erreurs. Thomas, lui, portait son propre petit sac à dos vert, avec son carnet, quelques crayons de couleur, une gourde et son téléphone portable. Un vieux modèle qu'il utilisait surtout pour prendre des photos de plantes et d'insectes. Le ciel était parfait, la température agréable. Ils avaient commencé à marcher d'un bon pas, suivant les marques blanches et rouges du GR4. Claire parlait à Thomas de la flore locale, chênes verts, des genévriers, des orchidées sauvages qu'on pouvait encore trouver en cette saison. Thomas écoutait, hochant la tête, observant autour de lui avec cette attention silencieuse qui le caractérisait. Mais vers 11h30, quelque chose a changé. Ils avaient dépassé un embranchement, un carrefour de sentiers mal balisés. Claire avait hésité un instant, puis choisi la voie de gauche, celle qui semblait monter vers une crête boisée. Elle pensait que c'était un raccourci vers le lac. Elle pensait bien faire. C'était la dernière décision qu'elle prendrait en tant que randonneuse ordinaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout a basculé. À partir de ce moment-là, Claire et Thomas Bergeron sont entrés dans une autre dimension. Une dimension où le temps ne s'écoule plus de la même manière, où chaque heure ressemble à un jour, où chaque jour ressemble à une éternité. À partir de ce moment-là, ils ont disparu. Le premier signe d'alerte n'est pas venu de Claire, ni de Thomas. Il est venu d'une absence. Ce soir-là, le 14 septembre vers 19h30, le téléphone de Stéphane Bergeron, l'ex-mari de Claire et père de Thomas, a vibré. Un message WhatsApp de son fils. Enfin, normalement. Tous les jeudis soirs, Thomas lui envoyait un message pour lui dire bonne nuit. C'était un rituel entre eux, instauré après le divorce. Un petit lien,
fragile, mais constant. Mais ce soir-là, rien. Stéphane a attendu. 20h, 20h30. Toujours rien. Il a envoyé un message. « Tout va bien, bonhomme ?» Pas de réponse. Il a appelé le téléphone de Thomas, directement sur messagerie. Puis il a appelé Claire. Même chose, messagerie. À ce moment-là, Stéphane n'était pas encore inquiet. Peut-être que le réseau était mauvais. Peut-être qu'ils étaient au cinéma. Peut-être que Claire avait oublié de recharger son téléphone. Il a attendu encore un peu. 22h. Toujours rien. C'est là que l'inquiétude a commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre. Quelque chose de froid, qui s'installe dans le ventre et ne vous lâche plus. Stéphane a appelé la sœur de Claire, Nathalie. Elle n'avait pas de nouvelles non plus. Elle a essayé de le rassurer. Tu sais comment elle est. Elle a dû partir en randonnée et perdre la notion du temps. Mais Nathalie elle-même ne semblait pas totalement convaincue. Vers minuit, Stéphane a pris sa voiture et a roulé jusqu'à l'appartement de Claire, à Digne-les-Bains. Les lumières étaient éteintes. La voiture n'était pas là. Il a sonné, frappé à la porte. Personne. Il est retourné à sa voiture, le cœur battant, et a composé le 17. Le lendemain matin, le 15 septembre, à 6h du matin, la gendarmerie de Digne-les-Bains ouvrait officiellement une enquête pour disparition inquiétante. Les premières vérifications ont été rapides et méthodiques. Les gendarmes ont interrogé Stéphane, Nathalie, les collègues de Claire, les amis de Thomas. Personne ne savait où ils étaient partis. Claire n'avait rien dit à personne. Elle n'avait pas laissé de mots, pas envoyé de message. Elle était simplement partie. Mais les gendarmes ont trouvé un premier élément crucial. Une notification de paiement sur le compte bancaire de Claire. Un achat de carburant à Castellane, le 14 septembre, à 8h43. Une station-service Total sur la route de Grasse. Les enquêteurs se sont rendus sur place. Ils ont visionné les images de vidéosurveillance. On y voyait Claire, en polaire bleu et pantalon de randonnée beige, faisant le plein. Thomas était visible sur le siège passager, regardant par la fenêtre. La vidéo durait 22 secondes. C'était la dernière image d'eux en mouvement. À partir de là, les recherches se sont concentrées sur la région de Castellane. Le 15 septembre, en milieu de matinée, une équipe de gendarmes a retrouvé la Peugeot 308 de Claire. Elle était garée exactement où Claire l'avait laissée, sur le parking de terre battue, au bord de la D952. Les portières étaient verrouillées. À l'intérieur, rien d'anormal. Un gilet de sécurité, un ticket de parking périmé, une bouteille d'eau vide. Aucun signe de lutte, aucun signe de violence. Mais cette découverte, loin de rassurer, a amplifié l'inquiétude. Parce qu'elle signifiait une chose. Claire et Thomas étaient partis en randonnée. Et ils n'étaient jamais revenus. Les gendarmes ont immédiatement bouclé le secteur. Ils ont installé un périmètre de recherche. Ils ont commencé à interroger les randonneurs qui passaient par là. Un couple de Marseillais a déclaré avoir vu une femme et un adolescent sur le sentier, le 14 septembre, vers 11h. Ils montaient vers la crête. Ils semblaient calmes, en bonne santé. Rien d'inquiétant. C'était le dernier témoignage visuel de Claire et Thomas Bergeron. Après cela, plus rien. Comme s'ils avaient été avalés par la forêt. Mais il y avait un autre détail. Un détail qui allait hanter les enquêteurs pendant des semaines. Le téléphone de Thomas avait émis son dernier signal à 11h47, le 14 septembre. Une brève connexion à une antenne relais située à environ 3 km au nord-ouest du parking. Puis plus rien. Le téléphone s'était éteint, ou avait été détruit. Quant au téléphone de Claire, il n'avait plus émis de signal depuis 9h15. Soit elle l'avait éteint volontairement pour économiser la batterie, soit elle était déjà dans une zone sans couverture réseau. Les gendarmes ont tracé un rayon de recherche basé sur ces données. Une zone d'environ 15 km² de forêt dense, de ravins, de falaises, de ruisseaux asséchés.
Une zone où un être humain pouvait facilement se perdre, tomber, se blesser, mourir de soif ou d'hypothermie. Une zone serait presque impossible de survivre longtemps. Le 16 septembre à l'aube, les recherches officielles ont commencé. Elles ont mobilisé un dispositif impressionnant. 50 gendarmes, 20 pompiers, 2 hélicoptères de la sécurité civile, 3 équipes cynotechniques avec des chiens de recherche en terrain forestier, 2 drones équipés de caméras thermiques, et des dizaines de bénévoles venus de toute la région, organisés par la mairie de Castellane. Le point de rassemblement était installé sur le parking même où la voiture de Claire avait été retrouvée. Des tables pliantes, des cartes IGN agrandies, des gobelets de café, des radios crachant des codes incompréhensibles. Une tension palpable flottait dans l'air. Tout le monde savait que les premières 48 heures étaient cruciales. Passé ce délai, les chances de retrouver des personnes disparues en montagne diminuaient drastiquement. Le commandant Leclerc, responsable de la cellule de crise, a divisé la zone en 6 secteurs. Chaque secteur correspondait à une équipe. L'objectif était de ratisser méthodiquement la forêt, en suivant tous les sentiers, tous les chemins de traverse, toutes les traces de passage possibles. Les chiens ont été lancés en premier. Ils avaient été mis en contact avec des vêtements de Claire et de Thomas, récupérés à leur domicile. Les maîtres chiens ont suivi les animaux qui remontaient la piste, reniflant le sol, s'arrêtant parfois pour gratter la terre ou aboyer. Mais au bout de quelques heures, les chiens semblaient perdre la trace. Ils tournaient en rond, incertains, perturbés par d'autres odeurs, celles de sangliers, de renards, de randonneurs précédents. Les hélicoptères survolaient la zone en quadrillage serré, leurs hélices faisant vibrer l'air, leurs caméras scrutant chaque recoin de la forêt. Mais vue du ciel, la canopée était dense, presque impénétrable. Les arbres formaient un toit vert sombre, sous lequel il était presque impossible de distinguer quoi que ce soit. Même les caméras thermiques, censées détecter la chaleur corporelle, étaient perturbées par les rochers chauffés au soleil et les zones d'ombre fraîche. Les drones, eux, volaient plus bas, mais ils se heurtaient aux mêmes difficultés, et leur autonomie limitée, environ 30 minutes par batterie, limitait leur efficacité. Sur le terrain, les équipes avançaient lentement, très lentement. La forêt était un labyrinthe. Des ravins profonds coupaient les sentiers. Des rochers moussus rendaient la progression dangereuse. Des ronces griffaient les jambes. Des arbres morts tombés en travers du chemin obligeaient à des détours constants. Et partout, le silence. Ce silence pesant, oppressant, qui ne laisse place qu'au craquement des branches, au bruissement des feuilles, au souffle court des chercheurs. Les premiers jours, les équipes ont exploré les sentiers principaux, puis les sentiers secondaires, puis les chemins de chasseurs, puis les passages à peine visibles, ceux qu'empruntent seulement les animaux. Ils ont retrouvé des traces, des empreintes de pas en partie effacées par la pluie qui était tombée le 15 septembre. Impossible de dire si c'était celle de Claire et Thomas. Ils ont retrouvé un bout de tissu bleu accroché à une branche, à environ 2 km du parking. Une analyse a confirmé qu'il provenait d'une polaire similaire à celle que portait Claire. Mais impossible de dire depuis combien de temps il était là. Le 18 septembre, une équipe a découvert quelque chose de plus troublant. Dans un ravin, à environ 4 km au nord-ouest du parking, ils ont trouvé une gourde en aluminium, vide, à moitié enfouie sous des feuilles mortes. Sur le côté, au marqueur noir, un prénom, Thomas. C'était la gourde de Thomas Bergeron. L'équipe a immédiatement sécurisé la zone. Les techniciens de la police scientifique sont intervenus.
Ils ont prélevé la gourde, photographié les environs, cherché d'autres indices. Mais il n'y avait rien d'autre. Pas de sac à dos, pas de vêtements, pas de traces de campement. Rien. Juste cette gourde, abandonnée, comme un message silencieux. Cette découverte a relancé les recherches avec une intensité nouvelle. Si la gourde était là, cela signifiait que Claire et Thomas étaient passés par ce ravin. Mais dans quelle direction était-il allé ensuite? Et pourquoi avait-il abandonné la gourde? Les équipes se sont concentrées sur le ravin et ses environs. Ils ont fouillé chaque grotte, chaque anfractuosité rocheuse, chaque abri naturel. Ils ont suivi le ruisseau asséché qui serpentait au fond du ravin, pensant que Claire et Thomas avaient peut-être cherché de l'eau. Ils ont escaladé les pentes abruptes, s'accrochant aux racines, glissant sur les pierres humides. Mais encore une fois, rien. Le 20 septembre, après 6 jours de recherches intensives, le commandant Leclerc a dû prendre une décision difficile. Les conditions météorologiques se dégradaient. Des orages étaient annoncés pour les jours suivants. Et surtout, les équipes étaient épuisées. Les recherches en terrain montagneux sont physiquement et mentalement épuisantes. Les hommes et les femmes mobilisés avaient besoin de repos. Les recherches officielles ont été suspendues. Pas abandonnées, suspendues. Mais cette suspension sonnait comme un échec, comme un aveu d'impuissance face à l'immensité de la forêt. Les médias locaux avaient commencé à relayer l'affaire. Des articles dans la Provence, dans France Bleu Azur, des reportages télévisés sur France 3 Régions. Le visage de Claire et de Thomas s'affichait partout. Des appels à témoins étaient lancés, des numéros verts mis en place. Mais personne n'appelait. Personne n'avait vu quoi que ce soit. Claire et Thomas Bergeron étaient devenus des fantômes. Pendant que les recherches physiques ralentissaient, l'enquête judiciaire, elle, s'intensifiait. Le procureur de la République de Digne-les-Bains avait ouvert une enquête préliminaire pour « disparition inquiétante ». Une formulation administrative qui cachait une réalité bien plus sombre. On ne savait pas si Claire et Thomas étaient morts, perdus ou victimes d'un acte criminel. Les gendarmes ont commencé à explorer toutes les hypothèses, même les plus improbables, même les plus dérangeantes. La première piste était la plus évidente, l'accident. Claire et Thomas s'étaient perdus, avaient chuté dans un ravin, s'étaient blessés et n'avaient pas pu appeler à l'aide. Cette hypothèse était cohérente avec les éléments connus, leur départ en randonnée, l'absence de signaux téléphoniques, la gourde retrouvée dans le ravin. Mais elle soulevait des questions. Pourquoi n'avaient-ils pas suivi le sentier balisé? Pourquoi n'avaient-ils pas fait demi-tour quand ils s'étaient aperçus qu'ils étaient perdus? Claire était une femme intelligente, prudente. Elle avait une carte. Elle connaissait les rudiments de l'orientation en montagne. Pourquoi avait-elle continué à avancer? La deuxième piste était plus sombre, l'enlèvement. Peut-être que Claire et Thomas avaient croisé quelqu'un dans la forêt, un chasseur, un ermite, un individu dangereux. Peut-être qu'ils avaient été menacés, séquestrés, emmenés de force. Mais cette hypothèse tenait difficilement. Les caméras de vidéosurveillance de Castellane n'avaient capté aucun véhicule suspect sur la D952 le 14 septembre. Aucun témoin n'avait signalé de comportement anormal dans la région. Et surtout, la forêt n'était pas un lieu où l'on pouvait facilement enlever 2 personnes sans laisser de traces. La troisième piste était la plus troublante, le suicide. Peut-être que Claire, en proie à une dépression cachée, avait décidé de mettre fin à ses jours et d'emmener son fils avec elle. Peut-être qu'elle avait choisi la forêt comme lieu de mort, pensant qu'on ne les retrouverait jamais. Cette hypothèse a été explorée avec beaucoup de précautions. Les enquêteurs ont interrogé les proches, les collègues, les amis. Ils ont épluché les comptes bancaires de Claire, cherchant des dettes, des problèmes financiers. Ils ont consulté son médecin traitant, cherchant des prescriptions d'antidépresseurs.
Mais rien. Claire Bergeron était une femme équilibrée. Elle avait des projets. Elle avait réservé des billets pour un concert en novembre. Elle avait prévu des vacances avec Thomas pour les vacances de Noël. Elle n'avait aucune raison de vouloir mourir. Alors, que s'était-il passé ? Les semaines passaient. Les enquêteurs collectaient des témoignages, analysaient des photos satellites, consultaient des experts en topographie montagnarde. Ils ont même fait appel à un profiler, un psychologue spécialisé dans les comportements en situation de survie. Ce dernier a proposé une théorie intéressante. Claire et Thomas, en se rendant compte qu'ils étaient perdus, avaient pu paniquer et prendre des décisions irrationnelles. Ils avaient pu descendre trop bas dans un ravin, pensant trouver un cours d'eau ou un sentier. Ils avaient pu se retrouver piégés dans une zone d'où il était impossible de remonter. Le profiler a ajouté quelque chose qui a glacé le sang des enquêteurs. Si elle s'est retrouvée coincée avec son fils, dans un endroit isolé, sans eau, sans nourriture, elle a pu entrer dans un état de survie primitif. Elle a pu perdre toute notion de temps, toute capacité de raisonnement logique. Elle a pu simplement s'arrêter. Cette théorie était cohérente avec ce que l'on sait de la psychologie humaine en situation extrême. Quand le corps est épuisé, quand l'esprit est submergé par la peur et le désespoir, il arrive un moment où l'on abandonne, où l'on se couche, où l'on attend la mort. Mais les enquêteurs refusaient de croire à cette conclusion. Ils refusaient d'imaginer Claire et Thomas recroquevillés quelque part dans la forêt, attendant la fin. Ils ont continué à chercher. Le 10 octobre, un nouveau témoignage est arrivé. Un chasseur, Pierre Morel, 63 ans, a contacté la gendarmerie. Il disait avoir vu quelque chose d'étrange le 18 septembre. Il chassait le sanglier dans une zone reculée, à environ 8 km au nord-ouest du parking de départ. Il avait entendu un bruit, un cri humain, il en était sûr. Il avait appelé, mais personne n'avait répondu. Il avait cherché pendant une vingtaine de minutes, puis avait abandonné, pensant que c'était peut-être un cri d'animal. Ce témoignage a immédiatement mobilisé les enquêteurs. Ils ont interrogé Pierre Morel pendant des heures. Ils ont essayé de localiser précisément l'endroit où il avait entendu le cri. Mais le chasseur était incapable de donner des coordonnées exactes. Il connaissait la forêt comme sa poche, mais il ne se repérait pas avec des cartes IGN. Les gendarmes sont retournés sur le terrain avec lui. Ils ont marché pendant des heures, essayant de retrouver l'endroit exact. Mais la forêt avait changé. Les pluies avaient effacé les traces. Les feuilles avaient recouvert les chemins. Tout semblait différent. Finalement, Pierre Morel a désigné une zone vague, une pente boisée descendant vers un petit vallon. Les équipes ont fouillé la zone pendant 3 jours. Ils ont trouvé des excréments de sanglier, des traces de cerf, un vieux piège à renard rouillé, mais rien qui puisse être lié à Claire et Thomas. Le témoignage de Pierre Morel est resté en suspens, non confirmé, non infirmé. Octobre est devenu novembre. Novembre est devenu décembre. Les recherches officielles étaient officiellement terminées. Les médias ne parlaient plus de l'affaire. Les bénévoles étaient rentrés chez eux, seuls. Quelques gendarmes continuaient à travailler sur le dossier, entre 2 autres affaires. Stéphane Bergeron, le père de Thomas, n'avait pas abandonné. Il organisait ses propres recherches, seul ou avec quelques amis. Il revenait chaque week-end dans la forêt, marchant pendant des heures, appelant les noms de son fils et de son ex-femme. Ses mains s'écorchaient sur les rochers, ses jambes tremblaient de fatigue. Mais il continuait, parce qu'il ne pouvait pas accepter l'idée qu'il soit mort, parce qu'il refusait d'imaginer son fils, seul, effrayé, perdu dans l'obscurité. Parce qu'il devait continuer à espérer, même si cet espoir le déchirait un peu plus chaque jour. Le 12 décembre 2023, 3 mois après la disparition, un groupe de spéléologues de la région de Nice avait décidé d'explorer une zone peu fréquentée,
à environ 12 km au nord-ouest du parking où la voiture de Claire avait été retrouvée. Ils cherchaient l'entrée d'une grotte répertoriée sur de vieilles cartes du XIXe siècle, mais jamais officiellement explorée. Le groupe était composé de 5 personnes, des passionnés équipés de matériel professionnel, casques, lampes frontales, cordes, harnais. Ils avaient l'habitude des terrains difficiles. Vers 14h30, l'un d'eux, Marc Dubois, s'est écarté légèrement du groupe pour examiner une faille dans la roche. Il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Une odeur. Pas une odeur de décomposition, non. Quelque chose de plus subtil. Une odeur de fumée froide, de tissu moisi, de vie humaine. Il a appelé ses coéquipiers. Ils se sont approchés. La faille était étroite, à peine visible sous un amas de rochers et de végétation. Marc a éclairé l'intérieur avec sa lampe frontale. Et là, il a vu quelque chose qui l'a pétrifié. Une main humaine, émergeant d'une couverture de survie argentée. Marc a crié. Ses coéquipiers ont accouru. Ils ont écarté les branches, déplacé les pierres. Et ce qu'ils ont découvert, dans cette cavité sombre, humide, à peine assez grande pour 2 personnes, les a bouleversés. Claire et Thomas, vivants, à peine. Ils étaient allongés l'un contre l'autre, enroulés dans une couverture de survie déchirée, agrippés l'un à l'autre comme si leur corps était soudé. Leur visage était émacié, presque méconnaissable. Leurs lèvres étaient craquelées, leurs yeux enfoncés dans leurs orbites. Leurs cheveux étaient emmêlés, sales, collés par la boue et la sueur. Claire portait toujours sa polaire bleue, mais elle était déchirée, maculée de terre et de sang séché. Thomas était en t-shirt, son pantalon en lambeaux. Marc Dubois s'est agenouillé près d'eux. Il a posé sa main sur l'épaule de Claire. Elle a tressailli. Un mouvement infime. Ses yeux se sont ouverts, ou plutôt, ils se sont entr'ouverts. Ses pupilles étaient dilatées, perdues, comme si elle ne voyait pas vraiment. « On est là », a murmuré Marc. « On est là. Vous êtes sauvés. » Claire a émis un son, pas un mot, un gémissement, un souffle rauque, à peine audible. Les spéléologues ont immédiatement appelé les secours. Ils ont donné les coordonnées GPS. Ils ont expliqué la situation. Puis ils ont attendu, impuissants, regardant ces 2 êtres humains qui avaient survécu 3 mois dans cet enfer. Les secours sont arrivés 45 minutes plus tard. Un hélicoptère de la sécurité civile, une équipe médicale, des pompiers. Ils ont descendu une civière à l'aide de cordes. Ils ont extrait Claire et Thomas avec une précaution infinie, comme s'ils manipulaient des objets fragiles, prêts à se briser au moindre choc. Claire ne lâchait pas Thomas. Ses bras étaient enroulés autour de lui avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. Les secouristes ont dû les séparer doucement, presque délicatement, murmurant des mots apaisants. Thomas, lui, ne disait rien. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Il regardait fixement devant lui, sans ciller, sans réagir. Un regard de quelqu'un qui a vu trop de choses. Un regard d'enfant qui n'est plus un enfant. Les médecins ont fait une première évaluation sur place. Claire était en état de déshydratation sévère. Son poids avait chuté d'environ 25 kilos. Ses muscles étaient atrophiés. Elle présentait des plaies infectées aux pieds, des engelures aux mains, des contusions multiples sur tout le corps. Mais elle était consciente. Faiblement, mais consciente. Thomas était dans un état encore plus critique. Il pesait à peine 30 kilos. Ses côtes étaient saillantes. Ses membres étaient d'une maigreur effrayante. Il ne répondait à aucun stimulus verbal. Les médecins ont diagnostiqué un état de choc post-traumatique sévère. Mais ils étaient vivants. Contre toute attente, contre toute logique. Après 3 mois dans la forêt, sans nourriture, sans eau potable, exposés au froid, à la pluie, à la nuit, ils étaient vivants.
L'hélicoptère les a transportés à l'hôpital de Digne-les-Bains. L'équipe médicale qui les a accueillis aux urgences n'était pas préparée à ce qu'elle allait voir. Le docteur Martine Valois, médecin urgentiste avec 20 ans d'expérience, a déclaré plus tard « J'ai vu des victimes d'accidents graves, des personnes en détresse, mais jamais je n'avais vu des êtres humains dans cet état après avoir survécu si longtemps. C'était comme regarder des rescapés d'une autre époque, comme des naufragés d'un siècle passé. » Claire a été placée sous perfusion immédiate. Son corps était tellement déshydraté que les veines étaient presque invisibles. Les infirmières ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour installer la voie veineuse. Des analyses sanguines ont révélé un taux de potassium dangereusement bas, une défaillance rénale modérée, une anémie sévère. Mais le plus troublant, ce n'était pas son état physique, c'était son comportement. Claire refusait de lâcher la main de Thomas. Même sous sédatifs légers, même quand les médecins essayaient de l'examiner, elle tendait le bras vers son fils, murmurant son nom encore et encore, comme une litanie obsessionnelle. Thomas, lui, était plongé dans un mutisme total. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas. Il regardait le plafond de la salle d'examen avec cette même fixité vide. Les pédiatres ont essayé de le faire réagir. Questions douces, jouets, dessins. Rien. Il était comme figé dans un autre monde. Un monde où personne ne pouvait le rejoindre. Les examens ont révélé des lésions physiques graves, mais non létales. Des plaies infectées aux pieds, résultat de longues marches dans des chaussures détrempées. Des fractures anciennes mal consolidées, à 2 côtes, probablement causées par une chute. Des traces de gelures sur les doigts et les orteils, heureusement superficielles. Mais ce qui a le plus frappé les médecins, c'était l'absence de blessures mortelles. Aucune fracture du crâne, aucune hémorragie interne, aucune morsure d'animal. Claire et Thomas avaient survécu sans subir de traumatisme majeur. Ils avaient simplement survécu, à la limite extrême de ce que le corps humain peut endurer. Les jours suivants ont été une succession d'examens médicaux, de perfusions, de soins intensifs. Claire et Thomas ont été placés dans des chambres adjacentes, avec une porte communicante laissée ouverte. Les médecins avaient compris qu'il était inutile, voire dangereux, de les séparer complètement. Leur lien était tout ce qui les avait maintenus en vie. Stéphane Bergeron est arrivé à l'hôpital moins de 2 heures après leur admission. Quand il a vu son fils, allongé dans ce lit trop grand pour lui, branché à des machines, il s'est effondré. Littéralement. Il est tombé à genoux, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. Les infirmières ont dû le soutenir, l'aider à se relever, l'asseoir sur une chaise. Thomas n'a pas réagi à la présence de son père. Il n'a même pas tourné la tête. Claire, elle, a montré une faible réaction. Quand Stéphane est entré dans sa chambre, elle a levé les yeux vers lui. Pendant un instant, quelque chose a semblé s'allumer dans son regard. Une étincelle de reconnaissance. Puis elle a fermé les yeux, épuisée. Le docteur Valois a expliqué à Stéphane que le chemin vers la guérison serait long. Très long. Claire et Thomas n'étaient pas seulement blessés physiquement. Ils étaient traumatisés psychologiquement à un niveau que peu de gens pouvaient imaginer. 3 mois dans la nature, sans abri, sans ressources, c'est au-delà de ce que l'esprit humain est conçu pour gérer, a dit le docteur Valois. Ils ont probablement vécu dans un état de terreur constante. Chaque nuit, chaque bruit, chaque instant était une menace. Et pour Claire, avait le poids supplémentaire de protéger son fils, d'essayer de le garder en vie. Imaginez le fardeau psychologique. Les enquêteurs, eux, voulaient des réponses. Ils avaient attendu patiemment que l'état de santé de Claire se stabilise. Le 18 décembre, 6 jours après leur sauvetage, Claire a été jugée apte à répondre à quelques questions. Pas un interrogatoire formel, juste une conversation douce, dans sa chambre d'hôpital, avec le commandant Leclerc assis à son chevet. Claire a parlé, lentement, d'une voix rauque, presque inaudible. Ses mots sortaient par bribes, entrecoupés de longs silences. Elle a raconté comment il s'était perdu, comment elle avait pris le mauvais embranchement,
Comment elle avait essayé de rebrousser chemin, mais n'avait pas retrouvé le sentier. Comment le téléphone de Thomas s'était déchargé. Comment le sien ne captait aucun signal. Elle a raconté la première nuit. Comment ils avaient dormi sous un arbre, enroulés dans leur veste. Comment elle avait rassuré Thomas, lui disant que tout irait bien, que les secours les trouveraient le lendemain. Mais le lendemain n'était jamais venu. Elle a raconté les jours suivants. Les tentatives désespérées pour trouver un cours d'eau. La décision de descendre dans le ravin, pensant que cela les ramènerait à la civilisation. La découverte de cette petite cavité rocheuse, où ils s'étaient réfugiés quand la pluie avait commencé. On devait juste attendre là, a murmuré Claire. Juste attendre que quelqu'un nous trouve. Mais personne n'était venu. Claire a expliqué comment ils avaient survécu. L'eau de pluie, collectée dans des feuilles, dans des crevasses rocheuses. Les racines qu'elle avait déterrées, mâchées jusqu'à en extraire chaque goutte d'humidité. Les insectes qu'elle avait attrapés, des scarabées, des vers de terre, qu'elle avait forcé Thomas à manger. Elle a raconté comment elle avait perdu la notion du temps, comment les jours se mélangeaient avec les nuits, comment elle avait arrêté de compter, comment elle avait simplement décidé de rester en vie. Un jour de plus, puis un autre, puis un autre. Elle a raconté les moments les plus sombres, les nuits où Thomas pleurait, suppliant de rentrer à la maison, les nuits où elle-même voulait abandonner, se coucher et ne plus se réveiller. Mais elle n'avait pas pu, parce que Thomas était là, parce qu'elle était sa mère, parce que c'était son rôle de le protéger. Je lui disais que tout irait bien, a murmuré Claire, les larmes coulant sur ses joues creuses. Je lui disais que papa allait venir, que les secours allaient venir. Je lui mentais. Tous les jours, je lui mentais, mais c'était tout ce que j'avais. Le commandant Leclerc écoutait, prenant des notes, mais aussi profondément ému. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais cette histoire le dépassait. Il a demandé à Claire pourquoi il n'avait pas essayé de sortir de la cavité, de chercher de l'aide. Claire a secoué la tête. On était trop faibles. Thomas ne pouvait plus marcher après je ne sais pas combien de temps. 2 semaines, 3. Ses pieds étaient en sang. Il avait de la fièvre. Je ne pouvais pas le porter. J'ai essayé, mais je n'avais plus de force. Alors on est resté là. On attendait. Le commandant a encore une question. Une question qui le redoutait de poser. Madame Bergeron, vous avez été retrouvée avec une couverture de survie. Comment l'avez-vous obtenue ? Claire a fermé les yeux. Un long silence. Elle était dans mon sac, a-t-elle fini par dire. J'avais oublié. Je l'avais mise au fond, il y a des mois, après une randonnée précédente. Je ne m'en suis souvenu qu'au bout de... je ne sais pas. Longtemps. Trop longtemps. Le commandant a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Quant à Thomas, il n'a pas parlé. Pas un mot. Les psychologues qui l'ont examiné ont diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique sévère, avec mutisme sélectif. Il faudrait des mois, peut-être des années, pour qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Les rapports médicaux finaux ont été publiés en janvier 2024. Ils confirmaient que Claire et Thomas avaient survécu grâce à une combinaison de facteurs. L'eau de pluie abondante en automne, la protection relative de la cavité rocheuse contre les éléments, et surtout, la détermination absolue de Claire à garder son fils en vie. Les médecins ont également noté quelque chose d'extraordinaire. Malgré la malnutrition extrême, aucun des deux n'avait développé d'infection mortelle. Les plaies étaient infectées, oui, mais superficiellement. Leur système immunitaire, affaibli mais pas détruit, avait réussi à les protéger. Un miracle médical, selon certains. Une simple chance, selon d'autres. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, c'était plus que cela. C'était la preuve de ce qu'un être humain peut endurer quand il a une raison de vivre, quand il a quelqu'un à protéger, quand l'amour est plus fort que la mort. Pourtant, des questions restaient, des questions sans réponse.
Pourquoi les équipes de recherche n'avaient-elles pas trouvé la cavité? Elle n'était qu'à 12 km du point de départ. Elle était dans le périmètre de recherche. Comment avait-elle pu être manquée? Le commandant Leclerc a expliqué que la cavité était extrêmement bien cachée, dissimulée par des rochers et une végétation dense. Les chiens n'avaient pas remonté la piste jusque-là. Les hélicoptères ne pouvaient pas voir à travers la canopée. Et les équipes au sol n'avaient pas exploré chaque mètre carré. C'était simplement impossible. « On a fait de notre mieux », a dit le commandant, la voix chargée de regrets. Mais la forêt est vaste, trop vaste. Aujourd'hui, plus d'1 an après leur sauvetage, Claire et Thomas Bergeron sont toujours en convalescence. Claire a repris son poste d'enseignante, mais à temps partiel. Elle marche avec une légère claudication, séquelle des blessures aux pieds. Elle a gagné du poids, mais son visage garde cette maigreur qui rappelle ce qu'elle a vécu. Ses collègues disent qu'elle est différente, plus silencieuse, plus distante, comme si une partie d'elle était restée dans la forêt. Thomas, lui, suit une thérapie intensive. Il a recommencé à parler, mais rarement. Il ne va plus au collège. L'environnement est trop stimulant, trop anxiogène pour lui. Il suit des cours à domicile. Il dessine encore, mais ses dessins ont changé. Plus de couleurs vives, plus d'oiseaux joyeux, seulement des formes sombres, des arbres enchevêtrés, des ombres. Stéphane s'occupe de lui autant qu'il peut. Il a déménagé plus près de Claire pour être présent. Il ne pose pas de questions. Il est juste là. L'affaire Claire et Thomas Bergeron a marqué la région. Elle a soulevé des débats sur l'efficacité des recherches en montagne, sur les moyens alloués, sur les protocoles à suivre. Des améliorations ont été proposées. Plus de drones, des chiens mieux formés, des technologies de géolocalisation plus précises. Mais au-delà des aspects techniques, cette histoire nous rappelle quelque chose de fondamental. Elle nous rappelle la fragilité de la vie humaine face à la nature. Nous pensons contrôler notre environnement. Nous pensons être en sécurité tant que nous suivons les règles. Mais il suffit d'un mauvais virage, d'une décision impulsive, d'un instant d'inattention pour que tout bascule. Elle nous rappelle aussi la force incroyable de l'amour maternel. Claire aurait pu abandonner. Elle aurait pu se coucher et laisser la mort venir. Mais elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle avait Thomas. Parce qu'elle était sa mère. Et qu'une mère ne lâche jamais. Enfin, elle nous rappelle que certaines expériences marquent à jamais. Que certains traumatismes ne guérissent jamais complètement. Claire et Thomas ont survécu. Mais une partie d'eux est restée dans cette cavité sombre, dans cette forêt impitoyable. Et peut-être que cette partie ne reviendra jamais. Quand on demande à Claire si elle retournerait un jour en randonnée, elle secoue la tête, lentement. Puis elle dit, d'une voix presque inaudible, « La forêt garde toujours quelque chose de vous, même quand vous en sortez. » Thomas, lui, ne répond pas. Il regarde par la fenêtre, vers les montagnes au loin, et ses yeux se remplissent d'une peur que personne ne peut vraiment comprendre. Parce que seuls ceux qui ont vécu 3 mois dans l'obscurité savent ce que signifie vraiment survivre. Et parfois, survivre est la chose la plus difficile de toutes. Ceci était l'histoire de Claire et Thomas Bergeron, une histoire de disparition, de survie et de résilience. Histoire qui nous rappelle que la nature n'est jamais totalement apprivoisée, et que même dans nos moments les plus sombres, l'amour peut être la dernière lumière qui nous guide. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, et si vous partez en randonnée, rappelez-vous, la forêt ne pardonne pas les erreurs.